Je vous présente d'abord en quelques mots, donc à ma côté Constant Alarcon, donc directeur de programme RE100. Vous allez nous en dire plus dans un instant sur cette initiative et donc sur ces entreprises engagées à 100% d'énergie renouvelable, ce qui donnera lieu, une fois que vous aurez fait cette présentation, qu'on en saura un peu plus. Je crois que vous avez quelque chose à nous dévoiler sur une entreprise française, c'est ça? Non, il y a quelque chose de nouveau. Donc comme quoi ça bouge, comme je le disais il y a un instant. Et puis on aura ensuite un regard croisé, un échange vraiment aussi d'entrepreneurs sur ces sujets avec Serge Papin. Merci d'être avec nous, ancien président donc, de Système U, aussi le cofondateur de Osons Demain. Vous avez dû en entendre parler donc, de ce mouvement des entrepreneurs qui se sont engagés, notamment pour soutenir Nicolas Hulot dans sa démarche, mais je pense que vous allez continuer plus que jamais à soutenir évidemment ces enjeux. Et puis Marc Roquette, on est ravis de vous accueillir, donc le président de l'Institut Origine, président des cartonneries de Gongarden, c'est bien ça, je me prononce bien, et ancien président aussi de Roquette Frères. On parlait de vos initiatives avec Jean-Louis Ball il y a un instant. Alors, je vais commencer par vous, Constant. Ce programme, RE100, cette initiative mondiale, d'abord quelques mots pour nous la présenter. Tout d'abord, merci à tous pour être ici. Merci pour cette invitation. Le RE100 est une initiative de deux entreprises, de deux organisations basées à Londres, The Climate Group et CDP. Et c'est une initiative qui regroupe les plus grandes et influentes entreprises mondiales qui s'engagent à se fournir uniquement en électricité d'origine renouvelable pour l'intégralité de leur consommation globale. On les voit toutes là. Voilà, elles sont sur, vous les voyez sur le slide. Depuis cette semaine, depuis le début de la semaine, nous en avons 152. Et cette nouvelle entreprise française qui nous a rejoint lundi, c'est Decathlon, qui s'est engagée à sourcer 100% de leur électricité d'origine renouvelable d'ici à 2026. Avec un programme très ambitieux de sourcing, notamment en Chine, qui est l'une de leurs grosses géographies, mais dans tous les pays également où ils sont présents. Donc, une entreprise française, mais avec une dimension internationale quand même aussi. C'est l'un des grands enjeux à travers toutes ces entreprises. On sait bien que c'est global finalement. C'est ça. Et la plupart de nos entreprises, au départ de l'initiative, il y a 4 ans, étaient basées aux États-Unis et en Europe. Ce qu'on a pu observer dans les quelques 18 derniers mois ou 24 derniers mois, c'est de plus en plus d'entreprises qui nous rejoignent en étant basées dans des géographies qui sont peut-être un petit peu moins mûres du point de vue du développement des énergies renouvelables. Sur les 18 derniers mois, nous avons accueilli 11 entreprises venant du Japon, 2 entreprises venant de Taïwan, de Singapour, cette semaine une entreprise venant de Mexico, une entreprise basée en Turquie également, mais toujours également aux États-Unis, en Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'être basées, encore une fois, dans de plus en plus de pays, elles ont des opérations dans plus de 120 pays et sur tous les continents. Donc vraiment, elles consomment toutes ensemble à peu près 190 TWh d'électricité, donc équivalent à un pays comme la Pologne. Et vraiment, on atteint une masse critique d'entreprises qui peuvent avoir le pouvoir de transformer les marchés à travers leur politique d'approvisionnement en électricité. Et c'est ce qui nous intéresse. Elles envoient un signal de demande très fort aux décideurs publics, aux régulateurs, aux investisseurs, en disant voilà, nous ce qu'on veut, c'est avoir accès à de l'électricité renouvelable pour des raisons de RSE, notamment, encore une fois, quand l'initiative a été créée il y a 4 ans, c'était sans doute quelque chose qui était l'un des drivers principaux de cette démarche. Mais ce qu'on entend de plus en plus, ce que les entreprises nous disent de plus en plus, c'est que maintenant, c'est une question d'économie, c'est une question de business case. Voilà, c'est vraiment business, c'est pas uniquement pour se dire voilà, j'ai de l'énergie verte, c'est bien. Bon, évidemment, je fais du bien à la planète, si je puis dire, mais il y a des vraies opportunités de business derrière ça. Il y a des vraies opportunités de business derrière ça. On a fait une petite étude l'année dernière qui nous a montré que pour 90% de nos membres, les transformations économiques du secteur énergétique étaient l'une des raisons pour lesquelles elles s'engageaient à acheter de plus en plus d'énergie renouvelable. Il y a un certain nombre d'entreprises qui nous parlent des bénéfices directs, des coûts qu'elles peuvent économiser en se tournant vers le renouvelable, notamment dans des endroits comme l'Australie, l'Inde ou les États-Unis. Une entreprise comme T-Mobile aux États-Unis explique qu'elle va économiser $100 millions en 15 ans en
transformant entièrement leur politique de sourcing d'énergie. Donc des bénéfices directs d'un point de vue d'économie de coûts, également des bénéfices directs en termes de protection contre les fluctuations du marché, c'est quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, mais avoir cette visibilité de long terme sur ces coûts énergétiques, quelque chose qui est très important, notamment pour les départements finances des entreprises, évidemment. Et puis, des bénéfices indirects liés à une amélioration de l'image, notamment pour certaines de ces marques qui sont plus des marques de consommateurs, comme H&M, Lego ou autres. Et puis d'autres bénéfices indirects comme une plus grande satisfaction de ses employés, par exemple, quelque chose auquel on ne pense pas, mais voilà, avoir ces entreprises, ces politiques un peu pionnières et innovatives d'un point de vue énergétique, ça peut rendre les employés fiers, ça peut permettre de garder ses employés plus longtemps et donc d'avoir une main-d'œuvre voilà, plus productive et puis un petit peu plus experte sur les questions énergétiques également. Alors dans la table ronde d'après, d'ailleurs, vous resterez, hein, Philippe Vier va nous rejoindre pour parler notamment d'une étude sur la performance des entreprises, finalement en lien aussi avec l'utilisation des énergies renouvelables, donc on y viendra en détail. Vous venez de citer Decathlon, les entreprises françaises, ça bouge encore un peu doucement dans cette initiative. J'imagine que vous en voulez encore d'autres. Oui, alors juste un tout petit mot sur cette étude. Philippe Vier la présentera, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui montre que cette idée de business case, elle est vraie au niveau microéconomique de chaque entreprise, mais aussi au niveau plus macroéconomique. Donc c'est très intéressant. Pour ce qui est des entreprises françaises, il y a 7 entreprises françaises qui sont membres de l'initiative à ce jour, Decathlon étant la dernière. Nous avons aussi Danone, l'Occitane, La Poste, Crédit Agricole, AXA et Schneider Electric, et j'espère que je n'ai oublié personne. On aimerait en avoir plus, évidemment. Il y a des choses très intéressantes qui ont été dites tout à l'heure, notamment sur le développement des PPA et que l'Europe était un petit peu à la traîne par rapport aux États-Unis. C'est vrai que c'est les États-Unis principalement qui ont pour l'instant été les leaders de ce marché. Pour autant, il y a certains pays en Europe où ça va beaucoup plus vite qu'en France. Au Royaume-Uni, dans les pays nordiques, par exemple, pour ne citer que. Voilà, les corporate PPA pour l'énergie renouvelable existent depuis longtemps. Il y a même des entreprises qui s'associent entre elles aussi pour une forme de groupement d'achat, si on veut. Mais exactement, un groupement d'achat qui a été fait aux Pays-Bas, un tout nouveau qui a été fait il y a un mois aux États-Unis également. Et qui permet par exemple à des entreprises beaucoup plus petites d'ailleurs de participer au marché des PPA. On dit souvent que les petites entreprises ont moins de solutions pour s'approvisionner en électricité renouvelable que les plus grosses. On a un exemple de Etsy qui a une toute petite consommation, qui vient de signer un PPA avec Swiss Re et Apple aux États-Unis, et elle n'achète que 4,5 MW de ce PPA. Donc voilà, toutes ces entreprises essayent d'innover, de trouver des moyens à leur échelle pour aider à transformer le marché du renouvelable. Et nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est de combiner cet aspect de RSE. Et ce sont toutes des entreprises qui croient à l'action qu'elles peuvent avoir pour lutter contre le changement climatique, mais également qui essaient de combiner ça avec quelque chose qui a du sens du point de vue du business et de l'économie. Alors, je vais faire évidemment réagir nos deux intervenants, Serge Papin et Marc Roquette. Vous pourrez évidemment commenter aussi leur analyse. D'abord, peut-être pour rebondir tout simplement sur cette initiative RE100, hein, vous qui avez suivi ça depuis longtemps, notamment évidemment Marc Roquette aussi, entrepreneur engagé, comme en parlait Jean-Louis Ball il y a un instant. Voilà, que vous inspire finalement cette avancée des entreprises vers 100% d'énergie renouvelable? Personnellement, je trouve ça vraiment bien parce qu'effectivement, on sait qu'il y a l'urgence climatique et on sait qu'on va pas assez vite et on sait que c'est idiot puisque maintenant, il y a de plus en plus d'experts qui, en raisonnant en macroéconomie, viennent dire une économie 100% renouvelable, maintenant, va être plus performante qu'une économie qui reste avec le nucléaire et avec le fossile. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas foncer sur les énergies renouvelables. Et effectivement, il y a des représentants du gouvernement ici. Personnellement, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans l'encadrement réglementaire pour amener tous les acteurs à aller très rapidement vers les énergies renouvelables. Ceci étant, pour les entrepreneurs, on est dans le cadre réglementaire dans lequel on est. Et l'expérience que je peux avoir, c'est que dans ce cadre réglementaire, tous les entrepreneurs ont intérêt à être proactifs parce qu'il y a des opportunités. Je regrette qu'il n'y en ait pas beaucoup plus avec un cadre réglementaire plus
disons, qui poussent plus vers les énergies renouvelables, mais il faut savoir qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire et les entrepreneurs qui ne sont pas à l'écoute de ces opportunités vont perdre de la compétitivité. Alors justement, Serge Papin aussi, vous pouvez réagir. Après, vous donnerez des exemples l'un et l'autre assez concrets de ce que vous avez vécu en termes d'énergie renouvelable. Serge Papin, voilà, sur cet aspect d'entreprise, pour rebondir sur le RE100 et ce que vient de dire Marc Roquette. Oui. Bonjour à tous. Oui, je trouve que l'initiative est belle. Pour autant, aujourd'hui, on aimerait vraiment pouvoir s'approvisionner en énergie renouvelable. Cependant, elles ne sont pas vraiment disponibles pour le quart d'heure en France. C'est assez à quel horizon Chaque entreprise décide de sa date. Ça doit être avant 2050 pour être aligné avec les objectifs de Paris. 2050. Après, tout dépend. Paraît loin, quoi. Alors qu'il y a peut-être des choses qui sont plus simples. Peut-être on va en parler, mais je pense, vous savez, il y a une dizaine d'années, j'écoutais un ingénieur allemand on inaugurait un magasin, on avait mis les premières piles photovoltaïques sur le toit. Et cet ingénieur allemand, c'était une entreprise allemande qui était venue faire cette opération, il disait, écoutez, si on consacrait 6 mètres carrés de photovoltaïque par habitant, on arriverait à fournir en énergie donc solaire l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, citoyens et entreprises comprises, il y a 10 ans. Or, aujourd'hui, nous, on adorerait pouvoir utiliser le photovoltaïque sur nos magasins et donc être autonome dans le domaine. Je trouve que ça serait beaucoup plus intéressant, l'initiative est très belle, mais je trouve que ça serait beaucoup plus intéressant d'encourager et d'aller plus loin sur l'autoconsommation, s'agissant du retail notamment, puisque on le peut aujourd'hui sur le plan de la technologie. On a des capacités en on le magasin, peut sur le plan de la technologie, on le peut. Après, évidemment, c'est une question d'impulsion, c'est une question de peut-être d'aide. Je rappelle juste qu'il y a une étude qui sort ce matin de l'OCDE et qui dit que les pays d'Europe consacrent quand même 500 milliards de dollars de subventions aux énergies fossiles et qu'il manque 8 des 9 objectifs climatiques pour 2017 pour la France et que sur 180 pays qui ont signé la COP21, seuls 9 vont tenir leurs engagements. C'était sympathique tout ce qui s'est dit là avant, mais je crois qu'en effet, il y a des possibilités aujourd'hui de le faire avant 2050, si on le veut, et notamment pour les entreprises qui seront des grandes parties prenantes. Je le crois, elles ont cette volonté. La plupart des dirigeants ont la volonté d'aller vers l'utilisation des énergies renouvelables. Je pense qu'à partir du moment où tout est rassemblé, il faut, oui, une impulsion politique, une impulsion réglementaire, d'aide aussi, sans doute, pour faire en sorte qu'on aille vers une autonomie. C'est ce qui me semble, en tous les cas, nous, sur les initiatives qu'on va prendre, dès qu'on va le pouvoir, ça serait de pouvoir, à partir du photovoltaïque notamment, aller vers l'autonomie. Ce qui serait évidemment un engagement sur les énergies renouvelables et en même temps d'être des acteurs, puisque finalement on le peut aujourd'hui. Alors Marc Roquette, comment ça vous fait réagir? Parce que Serge Papin met les pieds dans le plat, on peut dire. Globalement, aussi, pourquoi pas, vous qui avez mis en place de la géothermie, sur finalement cette idée d'autonomie, puis comment, on pourrait accélérer encore plus le mouvement. Oui, alors je vais peut-être surprendre. Personnellement, je ne suis pas favorable à l'autoconsommation, au principe de l'autoconsommation. Alors je vais peut-être en surprendre beaucoup, mais je crois qu'il faut avoir un raisonnement plus global, c'est-à-dire qu'il y a le problème de l'électricité renouvelable, c'est l'intermittence. Et il faut savoir que pour régler l'intermittence, tout interconnecté est extrêmement favorable, disons, pour traiter cette intermittence. Donc, je préfère qu'il y ait un maximum, disons, d'investissement en électricité renouvelable, que tout soit interconnecté sur le réseau. Mais le principe, alors après, c'est des équations financières. Mais ce qui me paraît important, c'est ce que j'aime pas dans le terme autoconsommation, c'est dire on fait quelque chose d'isolé. Je pense que ce qui est important,
c'est effectivement d'investir dans l'électricité renouvelable et d'être interconnecté au réseau. C'est ce qui sera le plus efficient, disons, pour la collectivité. Ce que vous dites ne s'oppose pas. Ça ne s'oppose pas. On peut très bien favoriser, parce que ça, c'est un programme d'ingénieur. On peut très bien... Vous pouvez prendre chacun un micro, hein, n'hésitez pas. On peut très bien favoriser l'autonomie. À partir du moment où on peut stocker en plus, puisque c'est possible. Évidemment, ce que vous dites là, c'est la reconduction de ce qui fut, c'est-à-dire on est très jacobin, très centralisateur, parce qu'en plus il y a des taxes, la fiscalité, c'est tellement plus simple. Alors que c'est plus donner de l'autonomie, c'est plus complexe. Mais à la fin, c'est quand même ça qui changera le monde. C'est que chacun va pouvoir prendre son initiative sur l'énergie. Parce qu'avec l'idée de vouloir toujours centraliser, ben voilà, on fait EDF, quoi. Non, c'est pas centralisé, c'est tout relié. Et j'attire l'attention sur, disons, une image qui explique bien ce qui est en train de se passer au niveau de l'humanité. C'est faites la comparaison entre un multi-organisme multicellulaire comme l'homme ou les animaux et l'humanité. L'humanité est actuellement en train de rassembler les particules humaines. Quand vous avez un multi-organisme humain, vous avez le système énergétique, c'est le sang qui transporte le glucose. Ce qui est en train de se passer au niveau de l'humanité, c'est que le réseau électrique va se diffuser exactement comme le sang dans un organisme humain. Et ce qui est intéressant aussi comme comparaison, c'est que dans un organisme multicellulaire, vous avez tout le système d'information qui est par les nerfs. Et ce qui est en train de se passer au niveau de l'humanité, c'est tout le système d'information par Internet. Ce qui est très intéressant de continuer comme analyse, c'est qu'en fait, on sait qu'un kilo de cerveau consomme beaucoup plus d'énergie qu'un kilo de muscle. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, je ne sais pas quel est exactement le ratio de consommation d'énergie du cerveau, mais c'est plusieurs dizaines de %. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et je crois qu'il y a eu un rapport de Cédric Villani où on s'inquiète de la consommation effectivement du système nerveux de l'humanité. On va vers les 30% et vers le même ratio que ce qu'il y a dans les multi. Donc, si vous voulez, je vois autant sur les équations d'autoconsommation qu'il y ait des gens qui produisent à l'endroit à côté où en général c'est consommé. Mais je ne vois pas dans un être multicellulaire, disons, de frontières, tout est interconnecté. Et je pense que, disons, il faut absolument que le système électrique soit ainsi. Mais justement, c'est intéressant parce que vous représentez, on est dans un monde en mutation. On le sait bien, on parle de plus en plus des boucles d'énergie locale. Donc il y a un besoin local, pas seulement d'ailleurs en termes d'énergie. Il y a aussi d'un côté, ce qu'on disait, hein, une certaine forme de centralisation qu'on a connue. Là, on se dit qu'il y a d'autres ambitions, d'autres façons de faire. Et typiquement, voilà, vous représentez, on est un petit peu on est en pleine mutation. Donc c'est complexe aussi. Oui, mais il ne faut pas confondre centralisation et interconnexion. C'est-à-dire que, bien entendu, je suis pour une production très décentralisée d'énergie qui va d'ailleurs donner une meilleure sécurité au réseau. Mais par contre, disons, tout le système sanguin humain est interconnecté et tout le système électrique européen, voire mondial, sera de plus en plus interconnecté. J'ai entendu effectivement le directeur de l'Agence de l'énergie qui disait bon, l'électricité augmente plus vite que les autres énergies, ça ne me surprend pas. C'est effectivement, on voit bien ce qui est en train de se passer. L'énergie, elle n'a pas fini d'augmenter. Vous savez que, par exemple, quand on envoie un mail, c'est l'équivalent de consommation d'une ampoule toute la journée. Donc, on va avoir des besoins. Mais juste image pour image, j'écoutais un chercheur sur le réchauffement climatique qui disait en ce moment, c'est plus une tragédie grecque. La tragédie grecque, c'est qu'on sait ce qui va se passer, et ça se passe. Et voilà. Et donc, je pense qu'il y a urgence aussi à faire quelque chose au niveau des énergies renouvelables, et à mon avis, avant 2050, quand même. Je le pense. Alors, il y a urgence, on a compris votre point de vue. Constant, juste une petite précision. Oui. 2050, c'est la date limite après laquelle on n'accepte plus aucun engagement. À peu près 80% de nos membres, leur date limite, c'est 2025-2030. 2050, c'est soit pour des très gros consommateurs pour lesquels voilà, ça va prendre un petit peu plus de temps, ou pour des gens qui ont des consommations dans des pays où les solutions n'existent pas en ce moment. Et donc, voilà, elles ne veulent pas s'engager sur des dates
Oui. qu'elles ne peuvent pas encore, ou elles n'ont pas encore un plan très clair pour savoir comment en arriver là. Et juste un autre petit point sur l'autoconsommation. Un grand nombre de nos entreprises fait de l'autoconsommation. On n'accepte pas uniquement les PPA ou autres solutions. Après, toutes les entreprises n'ont pas les possibilités de mobiliser le capital nécessaire pour en passer par là. Voilà. C'est pour ça que des solutions comme les PPA qui permettent d'installer de la capacité supplémentaire de manière décentralisée, alors certes, ce n'est pas de l'autoconsommation, mais c'est quand même décentralisé, sont des solutions qu'elles utilisent beaucoup. Alors, on a bien compris votre point de vue sur cette question des énergies renouvelables. Peut-être parler aussi du rôle l'un et l'autre de l'entrepreneur. Là, on s'adresse aussi à des entreprises dans cette transition. Bon, à la fois, c'est vrai qu'il doit faire des choix économiques. Hein. On parle de performance, de compétitivité. On ne peut pas non plus faire ça pour le plaisir, on va dire. Et puis aussi, peut-être à travers, pourquoi pas aussi ce que vous avez fait avec Osons Demain. Voilà, comment on peut faire aussi pour faire avancer, parce qu'on a bien compris que vous aviez une vision voilà, pour faire bouger les lignes. Serge Papin, vous commencez. Oui, le pacte Osons Demain, il avait été fait pour soutenir dans la transition écologique les initiatives de Nicolas Hulot. À l'origine, c'était autour de Nicolas Hulot. Bon, Nicolas Hulot est parti, le projet continue. En fait, c'était pour bien marquer un élan à la suite de l'appel à l'époque des 1500 scientifiques qui alerte sur donc, le réchauffement climatique, hein, entre autres. Et pour dire, là, en l'occurrence, il y a à peu près 500 entreprises qui disent, nous, on veut, en tant qu'acteur de la société civile, en tant que responsable, on veut contribuer fortement à la transition écologique d'une manière la plus vertueuse possible. Et donc, il y a après toute la palette, tout le dispositif. Donc, ce sont les énergies renouvelables, ce sont ce qu'on appelle les valeurs sociétales ajoutées. À chaque fois, ça se traduit aussi par l'engagement des collaborateurs. Vous le disiez, il y a aussi une fierté d'appartenance à ce moment-là des collaborateurs sur ce projet qui prend une dimension sociétale. Voilà, c'est pour alors plus dans mon métier de l'alimentaire, c'est comment encourager une consommation qui va vers le mieux plutôt que vers le plus, mieux répartir la valeur dans les filières, produire sans utilisation de pesticides, d'intrants, aller vers la disparition des perturbateurs endocriniens, etc. Donc voilà, tout ça participe de la même idée d'aller vers une convergence qui vise à une réconciliation, hein. Donc réconciliation avec la planète, avec le mieux manger, plus collaboratif. Enfin voilà, c'est cette idée-là qui a voulu être traduite par ce pacte Osons Demain. Bon, en l'absence de Nicolas Hulot, l'aventure continue, mais il va falloir c'est peut-être ça l'idée aussi, fédérer au fond les bonnes volontés, fédérer les énergies, et peut-être arrêter d'opposer, justement, ce qu'on disait, parce que c'est peut-être ça, parce qu'on est toujours dans un rapport de force, on oppose, je sais pas moi, le nucléaire au solaire, etc. Bon, il faut... Et plutôt que d'opposer, essayer de réconcilier et faire en sorte d'aller vers le mieux. Et la plupart des chefs d'entreprise ont envie, au-delà du business, au-delà de, bien sûr, hein, regardons toujours ça, mais au-delà de ça, ils ont envie de s'engager la plupart dans cette voie-là. Ça, c'est intéressant. Et je dirais que, pas pour être taquin, il y a peut-être d'ailleurs plus d'envie d'aller vite de la part des chefs d'entreprise dans ce domaine-là, parfois, je dis ça, que des pouvoirs publics. Je ne dis pas simplement au niveau France, ça peut être aussi au niveau européen. Quand on voit parfois les débats à Bruxelles dans ces domaines-là, j'ai assisté, enfin c'est pas sur l'énergie, mais au débat sur le glyphosate pour essayer de sauver les abeilles à Bruxelles. C'est consternant de voir qu'à 0,76% près, dont des voix françaises, dont il faudrait donner les noms, de députés qui ont voté
non à l'arrêt du glyphosate, à 0,76% près. Donc voilà, c'est quand même des sujets où on sent que l'opinion a envie. En même temps, nos représentants, on sent qu'il y a une, je sais pas, comme s'il y avait une déconnexion, quoi. Voilà. Ça, c'est évidemment votre regard. Juste pour parler justement, pour rebondir, vous parlez de la place des supermarchés, des hypermarchés. Dans le dernier plan Place au Soleil, on mettait en avant le rôle des hypermarchés. Donc Alors, voilà, vous voyez, il y a des choses qui bougent. Ça, c'est concret. Avec le secrétaire d'État, M. Cornu, il y a un engagement qui a été pris par mon successeur pour le développement du photovoltaïque. 200 magasins sont prévus d'être équipés et d'aller vers donc l'autonomie à l'horizon 2025, je crois. Enfin, voilà, pour que, enfin, il y a cet engagement est pris sur 200 premiers magasins en photovoltaïque. Voilà. Alors Marc Roquette aussi sur votre engagement, et en particulier dans le Nord aussi. Troisième révolution industrielle, le rôle aussi des entreprises. Oui, effectivement, j'ai été engagé dans l'initiative qui a été prise avec Jérémy Rifkin dans le Nord sur la troisième révolution industrielle. Et d'ailleurs, bon, c'est là où j'ai acquis mes convictions en matière d'énergie renouvelable, puisqu'on m'a demandé d'être le copilote pour la région de ce groupe de travail. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, en termes de disponibilité, disons, ça a été une surprise pour moi de coût. Et puis, effectivement, l'intermittence, quand on creuse bien le sujet, on voit bien qu'à terme, on est tout à fait capable de le résoudre et qu'un monde, disons, 100% renouvelable n'est non seulement souhaitable, mais tout à fait faisable. Et de plus en plus d'experts disent faisable avec une meilleure économie globale, disons, pour les pays qui font ce choix. Donc votre regard globalement sur ce rôle aussi que les entrepreneurs doivent jouer dans cette... Voilà, alors je peux parler, disons, de mon expérience personnelle. C'est ce que je disais. Vraiment, je ne peux que conseiller aux entrepreneurs d'être proactifs. Au niveau de l'Institut Origine, une des actions qu'on fait pour effectivement inciter les entreprises à aller dans ce sens-là, c'est l'Observatoire de la maturité des chefs d'entreprise. On s'aperçoit que dans un même secteur, c'est vraiment étonnant de voir à quel point il y a des entrepreneurs qui sont hyper proactifs, il y a des entrepreneurs qui ne font rien. Et autant je mets en garde les entrepreneurs de ne pas être enthousiastes à l'excès et de toujours être pragmatique pour bien sélectionner les opportunités qui apportent une rentabilité, parce qu'effectivement, dans la réglementation actuelle, tout n'est pas bon à faire, et le simple bon sens, bien entendu, consiste à sélectionner les projets, bien entendu les plus rentables, et c'est eux qui financeront les évolutions ultérieures. Mais ce qui est extrêmement important, c'est d'être proactif, de rechercher les initiatives qui vont dans le bon sens avec une bonne rentabilité, et c'est vraiment ça qu'il faut privilégier. Alors, à titre personnel, bon, chez Roquette, il y a eu ce fameux projet phare de la géothermie, mais on a également fait un très beau projet de chaudière au bois sur la même usine en Alsace. Sur des usines en Inde, nous avons aussi mis des chaudières biomasse, et on a une usine qui tourne en électricité, enfin qui produit son électricité, sa chaleur avec ça. Toutes nos usines produisent le biogaz. Donc on a bien trouvé des opportunités. Il y en a également énormément dans l'efficacité énergétique. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que ça a été évoqué aussi en introduction. On parle d'énergie renouvelable, il ne faut pas oublier l'efficacité énergétique. Hein. Ça c'est... Tout à fait. Il faut faire ça dans le bon ordre. Voilà, d'ailleurs au niveau des entreprises, en général, on trouve plus facilement des opportunités. Donc il faut surtout d'abord creuser l'efficacité énergétique, enfin les projets qui peuvent être rentables dans ce domaine-là, mais ne pas oublier aussi des initiatives en énergie renouvelable. Et en ce qui concerne mon expérience en matière, disons, de cartonnerie, là on a mis au point un procédé de méthanisation qui va dans le sens de l'amélioration des performances de l'usine et qui permet d'avoir 0 rejet d'eau. Et on vient de décider, c'est en cours de construction, donc un tuyau de vapeur
entre l'incinérateur qui est à 4 km de l'usine et l'usine, et on va utiliser la vapeur de l'incinérateur avec une efficacité énergétique bien meilleure que l'utilisation qu'ils font actuellement, où ils produisent de l'électricité avec un rendement, tout compte fait, relativement faible. Et pour reparler de l'Institut Origine, en fait, l'idée est d'inciter les entrepreneurs effectivement à prendre ces actions. Le premier travail, c'est effectivement de faire ces études de maturité pour bien alerter les entrepreneurs qu'ils effectivement, ils peuvent prendre des postures très différentes, mais qu'ils mettent à risque leur entreprise s'ils sont en retard dans une évolution qui est, disons, inéluctable. Donc, il ne faut pas qu'ils aillent trop vite à faire des projets qui ne soient pas rentables, mais il ne faut surtout pas qu'ils soient en retard à ne pas faire des projets qui sont très rentables. On incite aussi en organisant, en co-organisant avec le syndicat des énergies renouvelables la séance d'aujourd'hui pour vraiment alerter au maximum sur les possibilités. Et puis aussi, on cherche à récompenser avec des trophées qui sont remis aux entreprises qui ont les meilleures initiatives en matière d'efficacité énergétique. Alors, c'est ce que je disais, cette journée aussi est l'occasion d'échanges. Donc, comme on a un petit peu de temps, je propose à vous tous dans la salle, si vous avez une ou deux questions, envie de réagir à ce qui vient d'être dit et aux échanges, surtout n'hésitez pas. Il suffit, vous avez un micro devant, d'appuyer sur le bouton et de parler, après avoir levé la main. Et vous êtes présenté. Alors, est-ce qu'il y a une réaction? C'est toujours la première qui est un peu compliquée. Allez-y, je vous en prie, monsieur, en vous présentant. Jean-José Vaneg, bonjour à tous, pardon. Jean-José Vaneg du magazine ENR, Développement Durable. Je ne sais pas si ma question va être bien reçue, si c'est le bon endroit, le bon moment, mais il se trouve que j'enseigne et j'ai des élèves ingénieurs qui ont travaillé sur un projet qui tourne autour de l'autoconsommation et du blockchain. Et on s'aperçoit que le blockchain peut être quelque chose qui risque de remettre en cause pas mal d'éléments sur la façon dont s'organise le marché de l'énergie. Alors, je ne sais pas si nos intervenants ont quelque chose à dire là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Question de la blockchain. Vous avez suscité ma curiosité, mais j'ai déjà un peu de mal à comprendre le blockchain en matière disons, de monnaie. Mais effectivement, vous avez tout à fait éveillé ma curiosité. Par blockchain, vous voulez dire le sourcing de la traçabilité d'où vient l'énergie, c'est ça? C'est-à-dire que l'un des projets qui a été proposé, très intéressant, sauf que le coût réseau était ignoré, mais l'idée c'est d'avoir des particuliers ou des acteurs économiques. Oui. Certains peuvent être producteurs à un moment donné, d'autres pourraient être consommateurs, et je dirais en court-circuitant directement les circuits traditionnels, arrivent à passer des contrats d'achat, de vente d'énergie. Oui, mais c'est toute l'ambiguïté d'ailleurs, parce que ça c'est possible. Mais comment on bypass demain EDF, Total, la fiscalité qui va avec, c'est ça le sujet. Et je pense, moi, que si on ne va pas plus vite dans le domaine de l'autoconsommation, possible, par rapport à l'exemple que vous venez de dire en faisant travailler vos ingénieurs sur ce sujet-là, si on ne va pas plus vite, c'est parce qu'on est un peu enquisté avec les choix anciens, malheureusement. On n'en veut à personne d'ailleurs, hein, c'est un constat. Hein. Mais donc, pour aller, puisque en fait la tendance est à la fragmentation cohérente et plus à la centralisation comme ça de choses énormes. C'est vrai aussi pour les entreprises. Donc on va plus vers l'interconnexion, la collaboration. Donc il faut donner de l'autonomie. Et c'est pas simple dans un gouvernement organisé de façon jacobine au niveau de l'exécutif, de l'administration et donc de l'énergie qui va avec. C'est une rupture, comment dirais-je, des états d'esprit aussi. Ça le sujet. Donc c'est voilà, c'est à mon avis un des points de blocage, pas que, mais il est sûrement là aussi. Avec l'explication complémentaire que vous donnez, si effectivement
L'objectif est de tout interconnecter et de mettre en équivalence offreurs et demandeurs d'électricité. Je pense que j'ai été très clair dans mon explication. Je pense qu'effectivement, ça va tout à fait dans le bon sens et ça doit permettre au méta-organisme l'humanité, composé de particules humaines, comme dit très bien Teilhard de Chardin, de fonctionner avec un système énergétique le plus efficient possible. Je crois que Constant Alarcon voulait réagir aussi. Oui, quelque chose à ajouter. Il y a de nombreuses applications des blockchain technologies dans le domaine énergétique, certaines qui sont un peu du domaine du mythe presque. On a organisé un événement à New York il y a quelques jours et on avait une start-up qui utilise la technologie blockchain pour faciliter les contrats de gré à gré et permettre d'agréger le côté de la demande et le côté des producteurs également, pour faciliter la participation des entreprises, notamment des petites entreprises, dans les marchés de gré à gré, et également pour permettre de créer dans un second temps un marché secondaire pour ces contrats de gré à gré. Donc ça permet de liquidifier le marché de manière incroyable et pourrait vraiment permettre de changer les choses. Je crois que la tendance de fond, et je suis sûr que Philippe Vier en parlera tout à l'heure, la digitalisation peut vraiment transformer la manière dont marche le système énergétique. Ce que ça veut dire, et encore une fois pour rebondir sur ce que disait Marc Roquette, c'est que les entreprises qui sont pionnières aujourd'hui dans le domaine de l'énergie, de leur compréhension de l'énergie, sont les entreprises qui vont créer ce à quoi ressemble le marché et le système énergétique de demain, et donc seront les entreprises qui seront le plus à même de bénéficier de toutes ces opportunités dans un futur plus ou moins proche. Donc voilà, embrasser, faire le plus possible pour bénéficier de ces opportunités aujourd'hui permettra d'être un leader demain d'un point de vue business également. Oui, mais c'est intéressant parce que ça me permet de voir aussi comment les entreprises peuvent faire bouger les lignes finalement, pour rebondir sur ce que disait Serge Papin sur le fait qu'elles étaient proactives et qu'elles pouvaient aussi peut-être faire bouger les pouvoirs publics dans certains cas. Est-ce qu'il y a encore éventuellement une question, un commentaire ? Regarde, oui. je balaye. Oui, je ne sais pas où vous êtes, mais allez-y. Ah, voilà, allez-y. Bonjour, Frédéric Da Fonseca, Société Axe10. Alors, ma question serait pour Monsieur Papin. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention qui, pour le coup, on manque ce type d'intervention. Donc, encore merci. Mais une petite question sur l'origine des modules photovoltaïques. J'aurais aimé avoir votre opinion sur le fait, est-ce que l'origine de ces modules est déterminante pour le choix, par exemple, lors de l'utilisation sur les magasins de type Système U ou autre? Oui, alors au départ, on a cherché la disponibilité. Il se trouve que c'était plutôt en Allemagne et que l'Allemagne avait de l'avance dans ce domaine sur le plan technologique, fabrication et puis aussi mise en place. Il faut favoriser la fabrication, c'est le cas. Là, ça y est, c'est en route en France. Et puis organiser aussi au niveau des photovoltaïques la seconde vie, le recyclage, parce que c'est toujours le problème. On lance des choses, puis après on s'aperçoit qu'il y a plein d'inconvénients. Et il y a même qui disent mais voilà, le photovoltaïque, après on ne sait plus quoi faire des piles parce qu'elles ont beaucoup d'inconvénients. Mais ça peut se recycler. Il me semble que c'est quand même pas plus compliqué de recycler le photovoltaïque que de stocker les déchets nucléaires. Donc voilà, et pour le coup, il faut qu'une filière se mette en place. Il faut aider, je crois, et on a tout le savoir-faire, les possibilités. Et si on veut que le photovoltaïque demain soit dans le mix énergétique un des éléments structurants, notamment pour l'autoconsommation, pardon d'insister de ce point de vue-là, il faut vraiment que la filière France s'organise dans ce domaine. Ouais. Je vois que Jean-Louis Ball est prêt aussi à réagir. Allez-y. Oui, je voulais simplement informer Serge Papin que la filière s'est déjà organisée. Donc il y a une filière de recyclage qui existe. Donc la filière s'appelle PV Cycle, dont le syndicat d'ailleurs est un des membres fondateurs, et que l'usine de retraitement, de recyclage donc des panneaux photovoltaïques a été inaugurée en juin dernier à Rousset, dans la région d'Aix-en-Provence, et que c'est une usine de Veolia. Donc la récolte et le recyclage des panneaux photovoltaïques est quelque chose qui est déjà organisé. Avec celui des batteries. Pour stocker. Alors après, ça va être celui des batteries. Pour stocker. C'est ça qui va être important.
Merci beaucoup. Merci à vous trois pour cet échange. En tout cas, on peut vous applaudir pour ce regard croisé.